typiquement biologiste comme approche. L'idée, c'est que quand on est biologiste, c'est une science de l'observation. On observe, on regarde. Et une fois qu'on a pris le temps d'observer, on essaye de comprendre s'il n'y a pas des relations, des explications entre ce que j'observe, la forme que j'observe et la fonction induite. Alors, faut pas tomber dans un finalisme total en disant, eh bien, la girafe a un long cou pour aller chercher les feuilles d'acacia en hauteur. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment la forme permet une fonction donnée. Et là, c'est l'idée de la sélection naturelle énoncée par Darwin, qui finalement, j'ai un long cou, ça va me favoriser par rapport au groupe en termes d'alimentation. Je vais pouvoir aller chercher les feuilles hautes dans les arbres, donc j'ai un avantage adaptatif. Et comme je mange plus, je vis plus longtemps, j'ai plus d'enfants, etc. Et par le biais de la génétique, je transmets cet allèle favorable à ma descendance. Donc, relation structure-fonction dans la vie fixée de la plante. Donc, je vous en avais parlé, la contrainte majeure d'une plante, c'est d'être fixée. Elle ne bouge pas, elle n'est pas en mouvement. Or, les trois fonctions majeures du vivant, qui sont la fonction de relation, la fonction de nutrition et la fonction de reproduction, eh bien, nous, en termes d'humains, on les aborde toujours dans un mouvement. La fonction de nutrition, j'ai faim, je me lève et je vais aller chercher l'œuf en chocolat que j'ai eu à Pâques parce que là, j'ai une petite faim. D'accord? Donc, je bouge. La fonction de relation, eh bien, tiens, mon portable sonne, je me lève pour aller chercher le portable. Alors, vous pourriez me dire que cette fonction de relation, en ce moment, elle est totalement biaisée dans le cadre du confinement parce que sans bouger, on arrive quand même à communiquer. Donc ça, c'est première chose. Ah, je vous ai mis, il y en a qui peuvent dessiner sur l'écran, visiblement. J'ai oublié de décocher ça. Non, je décoche pas, et puis si vous dessinez trop, j'enlèverai. Donc, fonction de relation, communiquer avec les autres, être en lien avec son environnement, fonction de nutrition, je viens de le dire, et puis la fonction de reproduction, eh bien typiquement dans notre espèce, la fonction de reproduction, c'est rencontrer une autre personne, et donc là nécessairement ça induit un mouvement. Voilà, vous ne vous reproduisez pas, fort heureusement, avec votre frère ou votre sœur, vous bougez. Voilà. Donc la plante, elle est fixée au niveau des racinaires, son appareil racinaire l'ancre dans le sol, et malgré cette contrainte qui est quand même lourde, on pourrait considérer qu'elle est importante, cette contrainte-là, eh bien elle arrive à assurer les trois fonctions, reproduction, relation et nutrition, par des stratégies adaptatives, et finalement elle était là avant nous et elle sera là après nous, comme quoi les stratégies qu'elle développe, elles sont très très fines et impressionnantes et on en découvre encore. Voilà. Donc, l'objectif de cette épée, là, pour la séance qu'on a vue avant les vacances, c'était surtout aborder la fonction de nutrition. Elle se nourrit alors qu'elle est fixée. Et donc, c'était aborder les trois organes majeurs impliqués dans cette fonction de nutrition. Les racines pour l'absorption de la solution du sol et l'ancrage. La tige pour la conduction des sèves brutes et élaborées, et enfin les feuilles pour la réalisation de la fonction de la photosynthèse, le métabolisme photosynthétique, qui est finalement ce qu'on appelle une autotrophie au carbone, la capacité tout seul à convertir du carbone minéral en carbone organique. J'espère que ça va pour tout le monde, que je ne vous fatigue pas déjà dès la reprise et que surtout vous arrivez à suivre une heure de cours comme ça sur ordinateur. L'objectif est de comprendre les adaptations. Si je parle trop vite ou si c'est compliqué de vous concentrer, je peux aller plus lentement et aller directement sur des documents. Il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Donc, comprendre les adaptations morpho-anatomiques des racines. Si je fais un petit brainstorming ici, une adaptation morpho-anatomique de la racine, ce serait quoi pour vous? En lien, structure, fonction, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Comme ça, on va rendre le sujet un peu plus vivant. Alors, attendez, il faut juste que je me mette en bas du chat. Tac, sinon je vois rien. Ouais, ok, super. Donc, poil absorbant, effectivement, on est à l'échelle microscopique. Ce sont des cellules hyper différenciées qui augmentent la surface d'échange. Quoi d'autre? En termes macroscopiques, une racine macroscopiquement? Non. C'est la ramification, en fait. Vos racines développent un réseau énorme. Elle se ramifie en continu, ce qui permet d'augmenter la surface de contact avec le sol.
Concernant l'adaptation tige, c'est peut-être un peu plus compliqué ou plus vieux pour vous, surtout si vous n'avez pas travaillé cette partie-là pendant les vacances, ce que je peux comprendre. Les tiges, en fait, l'adaptation structure-fonction, c'est qu'elles sont très riches en vaisseaux. Et le vaisseau, il y en a deux types, on les avait vus, les vaisseaux de xylème avec un diamètre important qui permettent la montée de la sève brute et surtout une paroi très rigide. Elle est riche en lignine, hein, qui est une substance qui rigidifie la paroi et qui la rend aussi résistante aux champignons, etc. et imperméable. Et puis les tubes de phloème qui permettent la descente de la sève élaborée. En gros, vous avez deux types de vaisseaux pour éviter que les sèves ne se mélangent. Donc ça, c'est aussi une adaptation structure-fonction. J'ai deux vaisseaux, un pour la sève qui monte riche en eau et en sels minéraux, un autre pour la sève qui descend riche en sucre, saccharose notamment. Feuilles. Et les feuilles, alors les feuilles, adaptation, structure, fonction, qu'est-ce que vous avez retenu sur les feuilles ou vous saviez déjà de toute façon, parce que je vous ai pas appris grand-chose. Des structures foliaires. Foliaire, ça vient de feuilles, en lien avec la vie fixée. Je suis fixée, ok, la feuille a fait la photosynthèse, très bien, et dans quelle mesure je vois une structure qui est adaptée à la fonction? Vous voyez pas? Non? Eh bien, la feuille, elle développe une très grande surface d'échange. Alors, en haut à droite, là, sur la photo, je vous ai montré des fougères arborescentes. Vous avez vu la grande surface développée. Eh bien qu'elle soit fixée, cette plante, en développant, en externalisant sa surface, elle permet ainsi de capter une grande quantité de photons et donc de faire la photosynthèse. Alors, si vous êtes un peu curieux, si vous avez un balcon avec des fleurs, si vous avez cette chance-là, sinon, eh bien, en développant un peu votre imagination. Là, sous la main, j'ai pas grand-chose. J'ai juste ça. Mais ça, c'est un peu particulier. Puis, de toute façon, elle est morte. Si vous regardez juste, donc ça, vous reconnaissez, c'est une orchidée. Mais bon, là, j'ai un peu raté. Mais j'en ai d'autres des plus jolies. Ici, la feuille, c'est la partie la plus développée. C'est la partie qui va permettre de capter la lumière. Et là, c'est quand même une surface d'échange non négligeable. Alors, l'orchidée, elle est un peu spéciale. Si vous en avez chez vous, elle a des racines vertes. Donc, ça veut dire que même ces racines font la photosynthèse, alors qu'on a vu que c'était globalement au niveau de la feuille. Mais en fait, l'orchidée, c'est une plante épiphyte. Si vous en avez chez vous, elles sont dans des pots avec des copeaux de bois, vous ne leur mettez pas de la terre. Parce qu'en fait, à l'état naturel, cette plante, elle pousse à la surface des troncs d'arbres. Donc, c'est une plante qui s'accroche. Vous pouvez même la faire pousser la tête en bas, elle s'en moque complètement. Elle est moins sensible au gravitropisme que d'autres plantes. Et donc là, clairement, la fonction d'absorption de la solution du sol, elle est moindre au niveau de la racine. La racine, elle a surtout une fonction d'ancrage chez les orchidées. Et puis, elle n'a pas beaucoup besoin d'eau, cette plante-là, qui est épiphyte. Donc, si vous êtes un peu main verte, vous savez qu'une orchidée, il ne faut pas l'arroser trop. Par contre, elle a besoin de lumière. Elle est sur le tronc, donc elle capte un maximum de lumière. Donc, il faut la mettre bien, bien, bien à la lumière. Sinon, elle va mourir. Allez, je commence le cours. C'était la petite pause orchidée. Alors, parti. Hop. Donc, on parle très très rapidement. Vous avez, c'est dans votre manuel, une comparaison développement à l'interface sol et air. Ça, c'est les feuilles vues du dessus. On est sur l'arabette, c'est une petite plante de la famille des choux. On appelle ça les brassicacées. Il y en a partout. Vous en avez même quand le long des trottoirs, il y en a. Donc, cette arabette, vous la voyez vue de dessus. Donc, vous voyez bien que le couvert végétal, hein, le développement de la partie foliaire, elle est importante. Mais là, surtout, vous voyez des ramifications importantes. Et on vous dit, des arabettes cultivées en rhizotron ont été photographiées à différents stades de leur développement. Pour chaque stade, les parties aériennes sont vues du dessus, donc c'est la photo du haut, et les parties souterraines vues de profil. Donc, ce que je retiens, c'est que la partie foliaire montre une grande surface d'échange. En 7 jours, on a quand même un développement. On pourrait, avec Mesurim, faire une photo et mesurer la surface. On voit qu'il y a un couvert végétal, hein, comme une couverture verte qui se développe bien. Et encore plus impressionnant, je trouve, d'un
partie souterraine, il y a une ramification qui est très très grande. Ensuite, ici, ça c'est une expérience assez connue pour montrer que les racines, en fait, elles sont sensibles à la gravité. On parle de gravitropisme. Un tropisme, c'est une croissance orientée et gravi, c'est le facteur qui va orienter la croissance. Donc, le gravitropisme, on l'observe chez les racines des plantes. En fait, ces racines, elles sont sensibles à la gravité. Elles ont des petits capteurs, des petits en fait grains d'amidon, des amyloplastes au niveau des cellules, la partie terminale de la racine. Et en fait, si vous gravistimulez une plante, alors comment on gravistimule une plante? Ben, ça, c'est ma plante initialement, et je m'amuse à coucher, paf, ici, mon pot. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la force de gravité, je vous rappelle, je vais la dessiner, elle est comme ça. Tac, tac, tac. D'accord? Donc, elle est là. Tac, tac, tac. Là, elle est toujours comme ça. Sauf que ma racine ici n'est pas elle n'est pas gravistimulée. Là, elle pousse selon la gravité. Et là, je vais créer une stimulation en couchant la racine. Je vais la forcer, finalement, à pousser dans ce sens. Et donc, vous devez observer ici, il y a comme une petite courbure de la racine. Après quelques jours, tac, elle va faire un angle ici de 90 degrés. Là, vous avez un angle de 90 degrés. Ça vous prouve bien que vos racines, elles sont sensibles à la gravité et elles poussent toujours selon cette stimulation-là qu'est la force de gravité. Ça va, je peux continuer. Ici, hop, je reprends le pointeur, échange avec le sol. Vous me l'aviez dit et c'est très bien. Là, du coup, une plante à l'envers ne pousse pas. Eh bien, une plante à l'envers, si vous la mettez la tête en bas, alors, le problème, c'est que si vous la mettez la tête en bas, vos racines, elles vont pas pouvoir capter la solution du sol, elles vont pas pouvoir capter l'eau, donc elle va finir par mourir. Par contre, certaines plantes, je pense typiquement aux plantes épiphytes comme les orchidées, vous pouvez la mettre la tête en bas. Cette plante-là, vous arrosez avec un vaporisateur juste les racines et ça va fonctionner suffisamment. Après, vous regardez une orchidée, c'est pas une plante qui va croître de manière elle n'a pas une croissance énorme, quoi. Donc, les grosses plantes avec un volume important, non, elles sont forcément avec des racines bien ancrées dans le sol. Une plante à l'envers, c'est le principe aussi des cultures hors sol. Je pense aux plantes tomates parce que ça se fait beaucoup dans les serres. Là, elles sont pas nécessairement mises dans le bon sens, quoi. On augmente en fait la surface de culture pour avoir une productivité plus grande. Donc, en gros, les grosses plantes, ouais, si vous les mettez à l'envers, ça marchera pas. Par contre, les autres, ça peut fonctionner. Pas très, très longtemps, mais ça peut fonctionner. Donc, ici, sur cette photo, les poils absorbants, on les voit très, très bien. Je vous les avais montrés en TP le mercredi avant les vacances, surtout sur des jeunes racines. Et là, il est évident pour tout le monde que c'est une coupe transversale d'une racine dans la zone pilifère, avec ici la présence de poils absorbants. Là, on les voit. Milieu non carencé, carence en fer et en phosphate. Alors, cette expérience, elle est intéressante. Ça, c'est mon témoin, mon expérience témoin. Et ça, c'est mon expérience. Je fais pousser des racines d'arabette des dames, là, la petite plante qu'on a vue tout à l'heure, dans des milieux pauvres en phosphate, en phosphore et en fer, qui sont des éléments essentiels à la plante. Et qu'est-ce que vous constatez? Eh bien, une grande stratégie d'adaptation, elle va augmenter la quantité de poils absorbants. J'en déduis donc que ces poils absorbants augmentent la surface d'échange avec le milieu, avec le sol, et donc favorisent statistiquement la possibilité de capter de l'eau et des sels minéraux. Donc, vous remarquerez qu'elle n'est pas sensible que à la gravité. Cette plante, elle est aussi sensible à la concentration des sels minéraux qu'il y a dans le sol. Et si vous appauvrissez le sol en certains éléments, là, regardez, vous avez l'arabette, un schéma milieu riche en azote, et là, un milieu carencé, je constate quoi? Il y a une adaptation, elle est capable d'augmenter le réseau racinaire. Ça, c'est quand même assez fort. Donc, les plantes, elles ont une capacité d'adaptation qui est très, très importante. C'est ce que vous pouvez retenir. Donc, tout ça, je passe, racines avec les poils absorbants, voilà, toc, tout ça, on l'avait vu, sans... J'ai pas besoin de revenir dessus. Le bleu de méthylène qui permet éventuellement de tracer. Là, on voit bien les poils absorbants, tout ça, on l'a vu, tac. Voilà, des petits calculs pour ceux qui aiment.
Hop. Ensuite, la tige. Je vous en avais parlé aussi, donc à l'arrivée du printemps, là, si vous avez des plantes sur votre balcon ou par chance si vous en avez dans le jardin, vous devez observer donc une reprise finalement. Les bourgeons, ça y est, là, ils commencent à s'ouvrir et les bourgeons foliaires, donc vous avez des ramifications, mais même maintenant, là, on est déjà sur les bourgeons floraux, les fleurs sont en train de s'ouvrir. Donc, puisqu'il y a des feuilles, la photosynthèse a lieu, et puisqu'elle a lieu, du saccharose est produit et circule au niveau des tiges par le biais des vaisseaux de phloème. Et si le sucre est là, alors vous allez avoir les premiers parasites arrivant, et ici vous avez les pucerons bien connus. Donc ces pucerons, en fait, on voit très très bien sur la photo, ils ont un petit stylet, un petit rostre là qui leur permet de perforer la tige et eh bien d'en récupérer. En fait, ils arrivent pile à piquer et ils vont jusque dans le phloème et pas le xylème. Ils perforent dans le phloème et récupèrent la sève élaborée, c'est-à-dire riche en saccharose. Regardez, sève élaborée. Il y a 80% d'eau, certes ils boivent, mais surtout ce qui les intéresse dans la sève élaborée, c'est la présence de saccharose, 80 mg par millilitre. Donc quand il y a 2-3 pucerons, c'est pas très grave pour la plante, elle s'en sort bien. Quand par contre votre plante est recouverte de pucerons, mais qu'est-ce qui se passe? Le sucre qu'elle produit, qui normalement doit descendre vers les racines pour permettre à ces racines, eh bien déjà leur croissance, puisqu'une racine n'est pas chlorophyllienne, donc la seule source d'énergie qu'elle trouve, c'est le sucre produit par les feuilles qui va lui permettre donc de se multiplier. Votre plante, si elle est recouverte de pucerons, va finir par mourir, tout simplement parce que les racines ne vont pas accéder au sucre, ne vont pas se ramifier, et si elles ne se ramifient pas, eh bien votre plante capte moins d'eau et de sels minéraux, et elle finit donc au global par mourir. Alors, comment on se débarrasse des pucerons? Je vous écoute. Enfin, je vous lis. Vous ne savez pas? Ouais, alors il y a les insecticides, effectivement. Les insecticides, ils sont utilisés en agriculture non biologique et en agriculture, alors soit en agriculture intensive, soit en agriculture raisonnée, c'est-à-dire qu'on les utilise de manière raisonnable. Mais il y a effectivement de plus en plus, même en agriculture raisonnée, pas en intensif, mais en raisonnée et surtout en bio, l'utilisation d'insectes qui mangent les pucerons, et ce sont les coccinelles, particulièrement les larves de coccinelles. Donc si vous en voyez en ce moment, surtout les tuez pas. Une larve de coccinelle, c'est pas très joli. Ça ressemble, c'est un truc un peu cornu, noir, allongé, ça ressemble pas du tout à une coccinelle. Et ça dévore les pucerons. Donc dès que vous en trouvez, surtout laissez-les ou prenez-les et les mettez-les dans les plantes qui sont pleines de pucerons. Typiquement, les capucines sont des plantes qui sont appréciées des pucerons. Voilà. Donc la coccinelle mange les pucerons, la larve de coccinelle en particulier. Et puis quand vous faites de la culture, ce que vous pouvez faire aussi pour limiter l'invasion des pucerons, il y a certaines plantes qui ne sont pas du tout appréciées par les pucerons. L'œillet, par exemple, n'est pas apprécié par les pucerons. Et donc quand vous avez des carrés potagers ou autres, si vous voulez sauver vos plantes de tomates, vous pouvez mettre des œillets. Et l'œillet, en fait, a pour fonction, donc c'est pas une, vous voyez, une plante peut aider une autre plante. L'œillet va finalement permettre de protéger un peu les plantations que vous faites à des fins alimentaires. Ici, vous avez une petite photo, je vous en avais parlé. La goutte que vous voyez ici, les pleurs de la vigne, après la taille de printemps, on observe un suintement de liquide au niveau des sections, c'est la sève brute. Donc là, si c'est juste au début du printemps, pour info, cette sève brute qui normalement n'est faite que d'eau et de sels minéraux, elle est aussi au printemps, tout au début du printemps, enrichie en sucre parce qu'on l'a dit, je vous l'avais rappelé, l'hiver, en fait, vos racines, elles ont stocké le sucre fabriqué à l'été et début d'automne. Donc vos racines, elles sont riches en sucre, et donc au tout début du printemps, la sève qui remonte, elle est riche en sucre, elle va aider les bourgeons à bourrer. Et donc ici, paf,
Bah, elle est partie. On l'attend là ou on fait quoi? On est là. Non, mais je pense qu'elle va arriver. Elle est pas là, elle est pas là. Elle est plus là. Putain, j'adore les plantes. Elle a dû Les avoir gars, un peu de bonne connexion. Arrêtez, journée. ça se trouve, Merci. en plus, Mettez vos mettez micros, vos mettez vos caméras. Toi, mets ta caméra. Bah, mets ton J'ai micro, faim, quoi, Jeanne. j'ai faim. Déjà, mets ton micro, ensuite on parle à la caméra. Ouais. Jeanne. Jeanne, elle est où, Jeanne? Et quand on met nos micros, on dirait c'est l'arrière de la classe, genre. C'est l'arrière de la classe qui est pour des autres. Je suis là. Ouh là là. Ah, la poupée. Ah. Bonjour. Madame, vous avez eu un petit souci avec votre micro. Un petit souci avec le wifi. C'est Jeanne, je dénonce. Aïe. Non, mais on n'entend pas là. La prof, elle parle pas. Non, Oui, mais je pense qu'elle a elle eu un t'entend, problème je avec son micro, genre batterie ou un truc comme ça. Batterie de micro. Bah, je sais Elle- pas, moi. Non, mais sa caméra était Batterie coupée, sur mais on a vu un problème de connexion sur son Micro, Guillaume? Bon, bah, madame, on vous attend. Oh, elle est partie. Bon, bah, va falloir attendre. Boogie. Lover. Oh merde. Voilà. Ouais, madame. Ouais, c'est bon. Je suis désolée, il a bugué. Et là, ça a l'air d'être parti. Voilà, c'est reparti. J'espère que je vous ai pas trop perdu. Navré. Allez, on reprend. Donc, tac. Donc, vaisseau conducteur de sève, je vois qu'il y en a qui l'ont souligné. C'est bon pour tout le monde. Je passe. Je suis désolée pour ce cafouillage. Tac. Voilà, donc ça, je passe. Ça, je passe. Alors là, je passe pas. Juste, je m'arrête encore 2 petites minutes là-dessus. Donc là, c'est une observation, c'est une coupe transversale de tige de céleri après une coloration au carmine vert de Mirande. Inutile de retenir ça. Mais ce que vous pouvez juste constater, c'est qu'il y a le colorant, en fait, c'est un mélange de colorant vert et de colorant rose. Et le colorant vert, il a particulièrement bien fonctionné au niveau des vaisseaux de gros diamètre. Et ces vaisseaux de gros diamètre, ce sont les vaisseaux de xylème, xyle le bois. Donc en fait, ce sont les vaisseaux conducteurs de sève brute, bois brut. Alors que les petits vaisseaux roses, là, de faible diamètre, sont les tubes dits de phloème qui, eux, conduisent la sève élaborée. Voilà. Hop, je passe tout ça. Donc là, on voit... donc ici, dans votre bordasse, vous avez une coupe de tige ici de sureau et vous constatez, là, ça a super fonctionné. La paroi ici des vaisseaux de xylème, très épaisse, riche en lignine, donc une substance imperméable, il semble que votre connexion de mauvaise qualité, oui, j'ai bien vu que c'était de mauvaise qualité, j'espère que vous arrivez quand même à me suivre. Ça va ?
Là, pour moi, ça a l'air de fonctionner, mais j'arrive pas à savoir si de votre côté, c'est bon. Ouais, ça va. Bon, bah tant mieux. Je vais continuer. Donc, et là, les tout petits vaisseaux de phloème conduisent la sève élaborée. Là, vous voyez qu'en fait, l'imprégnation de lignine, elle se fait de manière spiralée au niveau des vaisseaux de xylème. On va pas vous embêter là-dessus. Ça va, mais à certains moments, ça va très rapidement. Ok. Donc, c'est pas moi qui suis trop rapide, c'est peut-être le... Bon, je viens de me mettre là avec mon téléphone, avec un partage de connexion sur de la 4G. Ça devrait fonctionner, j'espère. Après, c'est peut-être l'horaire qui est mal choisi où on est nombreux à se connecter aussi en classe virtuelle. C'est pas impossible que ce soit pour cette raison. Ici, ok. Bon, je vais essayer d'être plus lente. Cette coupe-là, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, mais là, il n'y a pas une symétrie axiale comme je l'avais ici pour la tige. Ça, c'est une tige. Une tige, c'est rond ou carré. Mais il y a une symétrie selon un axe central. D'accord ? Et alors qu'ici, vous voyez que cet organe-là, il n'est pas du tout à symétrie axiale. C'est une symétrie plutôt selon un plan ici. Et donc en fait, cet organe-là, c'est pas une tige, c'est une feuille. Donc il suffit de le lire, hein, coupe transversale de feuille. Et ce qu'on remarque juste, c'est qu'au niveau de la feuille, là encore, il y a en vert à gros diamètre les vaisseaux de xylème et en rose à plus petit diamètre les tubes de phloème. Ça, c'est juste pour que vous compreniez qu'il y a une continuité entre la tige, même la racine tige-feuille. Cette continuité entre ces trois organes complémentaires, elle est assurée par les vaisseaux de xylème et les tubes de phloème. Ça va pour tout le monde, cette continuité racine tige-feuille assurée par phloème et xylème? Ça frise, Adrien, c'est bon? Bon, je continue. Je continue. Tac. Chouette. Alors, les traces écrites, je reviendrai dessus puisque je vous avais demandé de recopier le cours. Il y a un texte à trous, on va le faire ensemble après. Alors ici, je vais zoomer parce que sinon, en tout cas moi, je vois rien. C'est extrait de votre manuel et le titre, c'est « Des organes aériens captent la lumière et échangent des gaz avec l'air. Mesure de surface foliaire ». Ce que vous pouvez retenir, c'est ce qu'on a dit. L'adaptation structure-fonction, les feuilles, elles externalisent. Elles sont, en fait, l'appareil est vers l'extérieur et surtout, elles augmentent, elles présentent une très grande surface d'échange avec l'atmosphère pour deux raisons. Eh bien, capter la lumière et aussi capter le CO2 présent dans l'air en très faible quantité. Et donc ici, vous avez CO2 intégré dans les matières organiques et là, ouverture des stomates. Quand vous regardez ces deux graphiques, vous constatez quoi? Qu'il y a une superposition. Autrement dit, je constate que l'ouverture des stomates, elle est maximale. Alors, c'est quoi une surface 6 heures, 12 heures? Ouais, alors attendez, 0 et 6, il faudrait que je relise le protocole. Blablabla. Selon les conditions de l'environnement, ouverture des stomates et photosynthèse. Oui, d'accord, mais je ne sais pas. 0, 6, 12, 16, 24, je ne sais pas à quoi ça correspond. Bon. Alors, entre 6 et 12 heures, vous pouvez vous dire que l'ouverture, elle est maximale. Vous pouvez aussi dire qu'à 12 heures midi, il y a une dépression de midi, c'est-à-dire que les stomates commencent à se fermer, et ça, je vous en avais parlé. Le stomate permet l'entrée de CO2, la sortie de dioxygène, mais aussi permet l'évaporation d'eau. Et donc, le problème, c'est que votre plante, elle a besoin de cette évaporation pour permettre l'ascension de la sève brute. Mais le problème, c'est que si elle perd trop d'eau, elle n'arrive plus non plus, eh bien, à faire les fonctions vitales, la photosynthèse, puisque l'eau participe, est un réactif de la photosynthèse, mais plein d'autres choses encore. Donc, l'été en particulier, les stomates se ferment à midi, ce qu'on appelle la dépression de midi, afin de limiter les pertes hydriques au niveau des feuilles. Ça, c'est une coupe transversale de feuilles. Et là, ici, vous avez un petit stomate et juste derrière, une chambre sous-stomatique. C'est là que se réalisent les échanges gazeux et pas très loin, un vaisseau. Voilà. Donc, je vais continuer, sauf s'il y a des questions. Tac. Je trouve que la connexion, elle n'est pas géniale. Alors, paf, je vais diminuer. Estimation des surfaces d'échange de quelques plantes.
Alors, on ne va pas regarder tout dans le détail, mais ce qu'on peut juste retenir sur ce type de tableau, même mon pointeur, je trouve qu'il n'est pas génial. Hein. J'espère que ça ne vous gêne pas trop. Moi, ça me gêne un peu. Il arrive, il est totalement décalé par rapport à ma souris. Bon, c'est pas grave. Alors, surface des parties chlorophylliennes. Vous constatez quoi en mètre carré? Que alors là, le forbe, le plantain, la pervenche et la violette sont des petites fleurs. En ce moment, la violette est en fleurs, la pervenche aussi, vous la trouvez dans les sous-bois. Si vous voulez, je vous enverrai des photos. Le plantain commence aussi et le forbe est aussi en fleurs. Donc là, en ce moment, on a tout ça. Ouais, d'accord. Ça y est, il se met à bouger. C'est vous qui avez le pointeur. Ah, mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas, excusez-moi, j'ai pas enlevé afficher les nanas. Ben non, pourtant, vous l'avez pas le pointeur. Bon, ben non, c'est bien moi qui fonctionne pas bien. Surface des parties chlorophylliennes en mètres carrés par kilo. Donc là, vous constatez que en fait, le volume est petit, mais la surface est grande. Donc, ce que vous pouvez retenir, parce que ça, c'est plein de valeurs, mais qui, je trouve, sont pas forcément les plus simples à exploiter. Je vais partir là-dessus. Ça, c'est chez nous. Et nous, en fait, qu'est-ce que je constate? Ma surface de peau, c'est 1,9 mètres carrés. Ouais. Ben oui, je suis d'accord. Vous voulez que j'éteigne et que je rallume? Ou on continue comme ça? En tout cas, je le vois sur le pointeur. Bon. Là, j'ai l'impression que le pointeur est revenu. Alors, on essaye comme ça, parce que j'ai peur si je me déconnecte que ça dysfonctionne encore. Bon, ça va. OK. Alors, un petit truc intéressant à retenir, éventuellement, ou pas. Nous, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, nous, on a une surface d'échange externe qui est très faible, 1,9 mètre carré. Un volume beaucoup plus grand. C'est logique parce que en fait, on a tout compact. Autrement dit, vous savez qu'une surface, c'est un rayon au carré et qu'un volume, c'est un rayon au cube. Donc, quand vous avez tout internalisé, mes poumons sont internalisés, mon appareil digestif est internalisé, ce que la surface que je présente avec mon environnement, si je suis en plus assez grand, eh bien, elle va être petite par rapport à mon volume. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Vous prenez une souris. Vous prenez un éléphant, surface de la souris en mètres carrés, volume de la souris en mètres cubes, si vous voulez, enfin on va dire plutôt en centimètres carrés en centimètres cubes, l'éléphant en mètres carrés en mètres cubes. Il est évident que votre éléphant a un rapport surface sur volume beaucoup plus petit. En gros, il a un très gros volume par rapport à sa surface, comparativement à la souris, qui elle est petite. Comme la surface augmente au carré et que le volume augmente au cube, votre souris a un rapport surface sur volume plus grand que l'éléphant qui a un rapport surface divisé par le volume plus petit. Et alors, ce qui est intéressant, les biologistes, quand ils voient ça, ils se disent, l'éléphant étant plus gros que la souris, il y a forcément une adaptation structure-fonction, il a besoin de beaucoup manger par rapport à la souris, il a besoin donc d'échanger avec l'environnement de manière plus importante que la souris, et pourtant son rapport surface sur volume est beaucoup plus faible, puisque le volume augmente au cube alors que la surface augmente au carré. Et quand on regarde le nombre d'alvéoles pulmonaires de l'éléphant, le nombre de digitations qu'il y a au niveau de son intestin, eh ben on constate qu'il y en a beaucoup plus que chez la souris. En gros, nous, une grande partie de nos appareils d'échange, j'échange avec l'air grâce à mes poumons et à mes alvéoles. La nutrition, c'est toute la partie appareil digestif. Surtout, ce que je capte de ce que je mange, c'est surtout le rôle de l'estomac et surtout de l'intestin. Et bien, quand je regarde l'intérieur de l'intestin d'un éléphant, il y a beaucoup de digitation, ce qui permet d'augmenter énormément la surface d'échange. Donc, en gros, les animaux qui n'ont pas une vie fixe mais qui ont une vie mobile, eh bien, externalisent très peu leur appareil de respiratoire, appareil digestif, et l'internalisent totalement, mais en conservant cette adaptation structure-fonction de grande digitation, ce qui permet dans un petit volume d'avoir une très grande surface, mais internalisée. Est-ce que ça va pour tout le monde? La plante, elle ne bouge pas, elle est fixée. Comme elle ne bouge pas, si j'ose dire, elle dépense très peu d'énergie. Parce même confinée, on dépense un peu d'énergie. La plante, elle en dépense très peu.
Donc, elle n'a pas de problème de déperdition énergétique, si j'ose dire. Par contre, son problème, c'est de capter un maximum de lumière et de CO2. Donc, elle va avoir une stratégie adaptative inverse de la nôtre. Elle va avoir une très, très grande surface externalisée pour un petit volume. Est-ce que ça va, ça, pour tout le monde? Claire? Je trouve que cette remarque-là est intéressante. Hop. Il y a les deux. Hop, oh non, si c'est bon, ça fonctionne. Donc là, c'était juste des valeurs pour vous donner une idée plante, comparaison entre la plante et l'animal. Qu'est-ce que je constate? Eh bien, la grandeur en mètres carrés par kilogramme. Chez la plante, tout ce qui est racines, feuilles, il y a une grande surface d'échange. On est à 300 pour les racines mètres carrés par kilo. Alors que nous, les organes qui nous permettent d'échanger avec notre environnement, nos poumons en particulier, on a finalement une invagination, une internalisation des structures, ce qui permet de limiter. Alors nous, l'intérêt aussi, pourquoi mes poumons sont à l'intérieur, sans finalisme aucun. L'idée, c'est de limiter les pertes hydriques. D'accord? Et donc, du coup, par contre, mon poumon, il est très richement hydraté. Hop, je passe. J'essaye de passer. Bon, ça, je passe, c'était les stomates. Donc, j'espère que vous l'avez retenu. Cette structure foliaire qui permet les échanges gazeux. Ça va pour tout le monde. Un truc intéressant, je vais reprendre ma petite plante. Je vais vous la montrer sur les stomates. Alors, je pourrais le faire, mais comme elle n'est pas en grande forme, celle-ci, je ne vais pas le faire. Mais les plantes comme ça, qui présentent un couvert végétal non nul, on pourrait mesurer le nombre de stomates qu'il y a sur la partie supérieure et le comparer par rapport à ceux qui sont sur la partie inférieure. Eh bien, souvent, la densité de stomates qui est sur la partie supérieure, elle est inférieure à la densité de stomates qu'il y a ici. Pourquoi? Tout simplement parce que en étant sous la feuille, je limite les pertes hydriques quand je suis proche de midi et qu'il fait très très chaud. Donc les plantes qui présentent un couvert végétal comme ça, plutôt aplati, ont souvent plus de stomates sous la feuille qu'au-dessus. Je vous rappelle que le rôle premier des stomates, c'est favoriser les échanges gazeux, en particulier capter le CO2. Par contre, sur l'épiderme de poireau, je ne sais pas si vous vous souvenez, le poireau, il a une feuille parfaitement verticale et en fait, on peut faire une densité stomatique de chaque côté et on a exactement la même valeur. Mais pour les plantes qui ont un couvert horizontal, il y a souvent plus de stomates en dessous qu'au-dessus. Voilà. Donc ça, je passe. Stomates, on en a parlé et je crois que j'ai terminé. Donc, au final, je retiens que les racines permettent de capter l'eau, les sels minéraux et permettent l'ancrage. Les feuilles permettent la photosynthèse, donc capter la lumière et le CO2. Et donc, puisque l'eau est là et que la photosynthèse, c'est utiliser de l'eau, sans finalisme, il y a un rôle majeur des vaisseaux conducteurs, particulièrement les vaisseaux de xylème, qui conduisent l'eau des racines vers les feuilles et permettent ainsi la photosynthèse. Les tubes de phloème permettent d'alimenter, d'approvisionner les racines en saccharose nécessaires à la croissance cellulaire. Voilà, j'ai fini. Donc ça, c'est nous. Nous, on marche et nos surfaces d'échange, elles sont internalisées. C'est vrai pour la partie respiratoire, c'est vrai pour la partie digestive, c'est vrai aussi pour la fonction de reproduction. Le fœtus se développe en position interne. On est des vivipares. Donc, on a vraiment une compaction majeure de toutes nos fonctions vitales. Ça, c'est intéressant à comprendre d'un point de vue évolutif. Donc, pour terminer, vous avez été bien courageux, d'autant que pour cette reprise qui n'est jamais évidente, aussi bien pour les élèves que pour les profs, on a eu une connexion qui était un petit peu décevante. Je vais voir avec vous le cours que vous avez recopié pour aujourd'hui. J'espère que vous arrivez à vous motiver pour le faire. Essayez vraiment, ça vous garde un rythme
scolaire. Et puis nous, dans 3 semaines, le programme sera terminé. Donc en bio, si vous ne poursuivez pas la bio après, vous pourrez un peu privilégier d'autres disciplines, à la mienne évidemment. Mais d'ici le 11 mai, vraiment, là, on a 3 semaines ensemble, on finit le programme et on verra le 11 mai comment se passe la reprise. Je lis avec vous, quelqu'un me propose, j'ai l'impression que la connexion a repris de manière plus efficace. Les plantes chlorophylliennes, organismes fixés au sol, présentent un métabolisme particulier, celui de la « je vous écoute ». Dites-moi, et j'écris. C'est quoi le métabolisme? Ouais, super, merci. Photosynthèse, bravo à tous. Il s'agit de fabriquer de la matière bravo, organique, à partir de matières, bravo, super, vous avez le bac. Alors, à partir de matières minérales, donc qu'est-ce qu'on met? Les 2 molécules minérales qui vont être utilisées, CO2, bravo, CO2 et bravo, H2O, super, vous êtes brillant, en présence d'énergie solaire, lumineuse, c'est parfait. Solaire ou lumineuse, c'est très bien. Or, l'approvisionnement en eau et en sels minéraux est réalisé par les racines, l'absorption de CO2 par les feuilles. Le processus photosynthétique est réalisé au niveau des feuilles. Bravo, super. N'importe quoi, excusez-moi. Organique présent dans les cellules des tissus foliaires, donc des, excusez-moi, oui, c'était ça, Inès et Sophie, chloroplastes, organites. Les chloroplastes sont des organites présents dans les cellules des tissus foliaires. Comment les organes aériens et souterrains sont-ils mis en relation intégrée dans le fonctionnement global de la plante? Dans quelle mesure la plante chlorophyllienne présente-t-elle une adaptation structure-fonction à sa vie fixée en lien avec son métabolisme particulier? Les caractéristiques de la plante sont en rapport avec la vie fixée à l'interface sol-air dans un milieu variable. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'elles ont quand même une stratégie adaptative énorme. Elles développent des surfaces de grandes dimensions avec l'atmosphère, échange de gaz, capture de lumière, avec le sol, échange d'eau et d'ions. Les systèmes conducteurs permettent la circulation des sèves de matière dans la plante, notamment entre systèmes aériens et souterrains. Grand 1, on va juste compléter celui-ci parce que c'était relatif au TP8. Adaptation à la vie fixée chez les plantes, relation structure-fonction dans le cas de la réalisation des échanges avec l'environnement. Adaptation structure-fonction dans le cas de l'absorption de la solution du sol par les racines. À l'interface sol-plante, un appareil racinaire très étendu, très bien, ramifié, parfait. Allez, je vais mettre ramifié. Développé, très bien. Ramifié, développé, parfait. La présence de cellules développant de grandes surfaces d'échange. Donc, c'est quoi? Une cellule, bravo, poil, poil au pluriel, puisque c'est absorbant, bravo à vous. Cellules développant de grandes surfaces d'échange et favorisant ainsi l'absorption racinaire. Adaptation structure-fonction dans le cas de la capture de lumière nécessaire à la photosynthèse, à l'interface air végétal, appareil foliaire. Donc le mot foliaire, il est à retenir, c'est important ça. Appareil foliaire, très développé, très grande surface d'échange, mais aussi inconvénient car perte hydrique. C'est un inconvénient et un avantage aussi. Je vous rappelle que l'évapotranspiration permet l'ascension, la montée de la sève brute. Nécessaire adaptation dans les milieux secs, dans le désert ou en montagne, c'est ce qu'on va voir mercredi. À la surface des feuilles, des forment des structures adaptées aux échanges gazeux. Bravo, des stomates. Et un stomate, c'est combien de cellules à coller? Un stomate, c'est combien de cellules à coller? Bravo, 2.
Adaptation, structure, fonction des vaisseaux et tubes conducteurs de sève brute versus élaborée font le lien entre racines et feuilles. La photosynthèse est la réaction métabolique qui, à partir du CO2 atmosphérique capté par les feuilles via les stomates et l'eau du sol absorbée par les racines et grâce à l'énergie lumineuse captée par les feuilles, conduit à la synthèse de matière organique nécessaire à la croissance et à l'entretien du végétal. Ainsi donc, la photosynthèse se fait dans les mais nécessite en partie des réactifs absorbés par les plantes. Bravo, dans les feuilles. Mais nécessite en partie des réactifs absorbés par les plantes, d'où une nécessaire liaison entre ces deux organes assurée par la qui circule. Bravo, sève brute. Ouais, très bien. Par la sève brute qui circule dans les vaisseaux de... Et ça, c'est important à retenir. Enfin, tout est relatif en ce moment. Bravo! La matière organique produite par la photosynthèse foliaire doit être acheminée vers les organes non photosynthétiques tels que les racines, d'où la nécessaire liaison feuille vers racine assurée par les tubes. Bravo! Et non pas vaisseau, même si vous écrivez vaisseau, c'est pas grave. Tube de colle. Non, je rigole. Tube de phloème. Voilà, qui conduisent la sève. Bravo, élaboré. Bravo à vous. Riche en matière organique. Comparaison de surface d'échange entre un végétal et un animal. La comparaison surface versus volume. Je vous rappelle que la surface, ça augmente au carré, alors que le volume, ça augmente au cube. Donc, plus vous êtes grand, plus votre volume est grand comparativement à votre surface quand vous êtes un animal. Des animaux et des végétaux révèlent que les plantes développent, tiens, il y a une faute, développent une grande, bravo, c'est une grande surface et un petit, pour un petit volume. Vous avez tout compris. Elles externalisent en sorte leur surface d'échange. Externaliser, ça veut dire aller vers l'extérieur. Cette particularité peut être mise en relation avec les contraintes liées à la vie fixée, capter un maximum de choses sans bouger. À l'inverse, les animaux présentent plutôt une petite surface, mais un grand volume, car ils se déplacent. Leurs surfaces d'échange les plus importantes, poumons, muqueuses intestinales, sont internalisées, ça veut dire à l'intérieur. Alors, c'est écrit en violet, ça veut dire que c'est un copier-coller du bulletin officiel. Donc, voici les deux phrases que vous devez retenir en transition. Ainsi, l'organisation fonctionnelle des plantes. Alors, angiosperme, ça veut dire quoi, ça? Plante à fleurs, bravo. Plante à fleurs. Angio, ça veut dire caché, et sperme, c'est la semence. C'est-à-dire que les spermatozoïdes et les ovules sont cachés dans la fleur et mis en relation avec les exigences d'une vie fixée en relation avec deux milieux, l'air et le sol. Au cours de l'évolution, les processus trophiques des systèmes de protection et de communication, vous allez voir que les plantes, elles communiquent, ainsi que des modalités particulières de reproduction se sont mis en place. Nous allons donc maintenant aborder les stratégies de défense de la plante malgré son mode de vie fixé et nous terminerons sur les modalités particulières de reproduction. Donc, on a fait le TP8 avant les vacances. Pour mercredi, je vais vous demander de lire le TP9 qui est sur le site. Donc, voilà pour cette séance. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous donne un petit peu le travail à faire pour mercredi? Madame, mais du coup, est-ce qu'on aura quand même des contrôles comme des bacs blancs, genre qui durent 2 heures ou 3 heures avec vous? Non, non. On aura quand même des contrôles, des gros contrôles? Non, parce qu'un bac blanc, à mon sens, se revoir tout depuis le début de l'année, sachant que là, avant les vacances, M. Blanquer a bien dit qu'on partait sur un contrôle continu sans épreuve, hein, c'est-à-dire qui inclut les moyennes de premier et deuxième trimestre. Je ne vais pas vous demander de réviser ce qu'on a fait depuis septembre. Ce serait très très lourd, au risque encore d'avoir des notes qui ne sont pas bonnes. Qu'on soit clair, tous les enseignants de lycée, que ce soit dans le nôtre, mais dans tous les établissements scolaires, on a des exigences
post-bac, donc qui sont nécessairement plus importantes que celles du bac. Je vous l'ai dit, vous le saviez. Donc généralement, l'épreuve du bac, elle est lourde parce que vous avez une révision qui est importante pour vous pendant les vacances de printemps, habituellement. Mais par contre, c'est fatigant, c'est un marathon d'une semaine, vous l'avez vécu en bac blanc. Mais par contre, il y a une bienveillance dans la notation et un barème qui est souvent moins strict que ce qu'on peut appliquer nous tous en tant qu'enseignants, toutes disciplines confondues, sur l'année. D'où souvent le jour du bac de très bonnes surprises. On est bien d'accord là-dessus. C'est pas le cas, il y a toujours des exceptions, mais globalement c'est le cas. Vous, l'inconvénient, c'est que vous n'aurez pas cette bonne surprise de juin, et j'en suis navrée. Le positivon, vous avez eu la bonne surprise d'avoir pour une fois des vacances de printemps, ce qui n'est jamais arrivé pour des bacheliers. Donc j'espère que vous avez profité de ce moment pour faire ce qui vous plaît. Voilà. Et donc le programme de révision de SVT que je vous ai donné, pour ceux qui ne poursuivent pas en bio, pour moi il est obsolète, ça ne sert à rien. Là, moi, je suis prof de terminale en SVT, je vous amène comme prévu et ça se termine, hein, on était censé terminer grosso modo autour du 11 mai, notre programme. Dans ma programmation personnelle, c'était, sauf si j'avais eu des absences ou autres, mais c'était comme ça. Et en plus, on termine par une partie qui est relativement simple, je pense, pour tout le monde. La neuro, c'est encore autre chose, parce que pour le coup, on l'a fait commencer, enfin, on l'a terminé en confinement, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, lors du déconfinement, si on est en cours ensemble, je reprendrai les points importants et je vous évaluerai, puisque seules les notes en présentiel doivent être intégrées au 3e trimestre. D'accord? Ça va? Ça, c'est clair pour tous. Je ne sais pas si le 11 mai, vous serez tous en cours. Personne ne le sait. Donc, c'est en train d'être décidé. Rassurez-vous, hein, on n'attend pas. Les choses sont en train de se faire. Dès qu'on sera en mesure de vous donner des précisions, on le fera. Donc, moi, je reste motivée et j'espère que vous l'êtes aussi. Jusqu'au 11 mai, on continue tranquillement 1 heure de classe virtuelle le lundi, 1 heure le mercredi. On avance. Surtout là, vous me posez des questions, vous jouez le jeu. Et puis le 11 mai, on verra comment se passe le retour en classe. Et voilà. Mais Jeanne, vous avez votre bac de toute façon. Donc concentrez-vous vraiment là sur les 3 semaines en confinement qui nous restent encore sur le travail qui vous est donné dans les disciplines. Je pense que vous en avez assez d'ailleurs en termes de travail. Mais moi en SVT, si on reprend le 11 mai et que j'ai à vous évaluer, eh bien, ouais, mais sur les mentions, etc., enfin, là, il n'y a pas encore eu de... Ce qui compte, c'est que vous ayez votre bac. Ceux qui, pour le moment, n'ont pas 10 de moyenne, et je pense à eux, là, en priorité, évidemment, c'est là où moi, je peux intervenir en termes d'évaluation, Jeanne. Mais je ne ferai pas un bac de 3h30. Ça serait vous plomber encore. Je note de manière... moyenne, je suis pas super sympa quand je note, je suis pas non plus, je suis pas la mère Noël, quoi. J'essaye vraiment de vous préparer à ce qu'on exige de vous en post-bac. D'accord? Donc, mais ce que je veux dire, c'est que ça veut dire que du coup, là, tous les chapitres qu'on a passés, on n'y reviendra plus. Alors, nous, on a été évalués en SVT, je vous ai évalué jusqu'à mars. D'accord? Ouais. Et donc, ce que je n'ai pas encore évalué dans votre classe, c'est la neuro. La neurologie et la partie la vie fixée des plantes. Donc, si le 11 mai, tout le monde reprend, qu'on se retrouve, le 11 mai jusqu'au 3 juillet, on a quand même 8 semaines de cours. C'est énorme. Donc, si jamais on est tous là, on reprend les points de neuro qui ne sont pas évidents et on fait un contrôle d'1h30, une synthèse ou un 2-2 et je vous noterai en mode bac. C'est-à-dire avec une très grande bienveillance. Mais hors de question qu'arrivé le 11 mai, je vous dise, vous révisez la génétique, la géole, etc. et on fait un bac blanc de 3h30 et ce sera votre note du 3e trimestre. C'est pas possible. Je refuse de faire ça. C'est pas le but, quoi. Le but, c'est de motiver les élèves et c'est pas moi qui parle. Enfin, c'est tout le monde. On est d'accord là-dessus, quoi. Et madame, donc, ouais.
Monsieur Ponton avait parlé d'un conseil d'harmonisation où il était question du coup de revoir tous les bulletins scolaires des lycéens. Ouais, Et est-ce que du coup ça va plaider en notre faveur et peut-être toujours. nous remonter Oui. nos moyennes? Oui, toujours. Ah d'accord, ok. D'accord. Donc en fait, là, on est plus tous en train de se dire, parce que c'est vrai pour tous les bahuts de France et de Navarre, le système est ainsi fait. Peut-être que ça va permettre aussi de comprendre que le bac, il y a quand même des choses un peu surprenantes, mais c'est une réalité. C'est pas propre à notre lycée, c'est vrai pour tous les établissements. Les profs de lycée vous préparent au bac, mais surtout à ce qui se passe après. Et le bac, c'est un diplôme une sorte de rite de passage, ça y est, vous l'avez, vous êtes grand, mais ça valide de moins en moins les acquis, clairement. Donc du coup, là, pour ceux qui ont eu 10 de moyenne au premier, enfin, quand on fait la moyenne du premier et du deuxième trimestre en 10, le bac, c'est bon, vous êtes bachelier. Mais après, tout ce qui est mention, etc., ça va être travaillé. Mais j'ai envie de dire, c'est pas ça. Vous vous concentrez déjà sur le travail qu'on vous demande en ce moment. Être assidu, ça, c'est super important. D'accord, parce que ça va être intégré, je pense, dans les appréciations. Nous, on va avoir un gros travail administratif plus que d'habitude parce qu'effectivement, on va regarder tous les dossiers. Donc ça, là-dessus, faut que vous soyez rassurés. Et pour les élèves qui n'ont pas 10 de moyenne pour le moment, entre la moyenne du premier et du second trimestre, c'est à eux que je pense en particulier. Il va falloir, moi, mais je vais attendre que je décide peut-être d'évaluation. Je ne peux pas vous évaluer à distance et compter les notes sur votre bulletin. C'est pas possible. J'ai pas le droit de le faire et j'en suis ravie parce que je sais pas à distance qui travaille. Ça, je vous l'avais dit en début d'année. Les devoirs maison et autres, je suis pas fan. Après, là, comme on se voit plus, c'est aussi un entraînement. Donc, je peux comprendre que vous en ayez besoin. D'accord? Mais un bac blanc, c'est hors de question. Là, il n'y a plus d'intérêt puisque de toute façon, il n'y aura pas de bac à l'écrit. Et à l'oral, d'ailleurs, enfin, voilà. Donc voilà. Là, dans l'immédiat, vous faites ce qu'on vous demande jusqu'au 11 mai. D'ici le 11 mai, il y aura une organisation en interne. On pourra être plus précis sur qui revient à l'école et comment, etc. Donc ça, ce sera précisé. Et en SVT, vous devez être rassurés. Le 11 mai, on aura fini le programme. Mais à distance, je suis bien consciente que c'est pas comme si on avait pu manipuler ensemble. Donc, quand on reprendra, en tout cas, je l'espère, le 11 mai, eh bien, je ferai un cours adapté à cette situation en reprenant les points essentiels. On fera un devoir en classe d'entraînement et un vrai qui sera compté, mais en 8 semaines, j'ai le temps de vous évaluer et de faire des évaluations sympas, type des questionnaires à choix unique et pas à choix multiples, comme au bac, vous comprenez? Ça, c'est important. Donc, voilà. Ok, je vais pas, je ferai plus je ne serai plus exactement dans les mêmes modalités de formation que j'ai pu l'être au premier et au second trimestre où on était dans des conditions habituelles. Voilà. Donc, surtout, essayez de ne pas être trop stressé vis-à-vis de ça. Ce sera en votre faveur. Pensez plus à Parcoursup aussi. Moi, c'est ce qui m'intéresse davantage quand même. Et voilà. Donc, pour mercredi, je vais vous demander... Ouais, on a SP demain. Je vous avais donné le travail à faire. Si vous voulez, je vous le réenvoie là par WhatsApp et par mail. Je vais vous demander de relire... Des TP notés. Non, il n'y a pas de CE, il n'y a plus de CE, Martin. Il n'y a vraiment plus d'évaluation. Hein. Non, pour le moment, Sacha, vous allez attendre. Alors, en mai, normalement, ils vous envoient un truc. Il faut que je regarde, mais en mai, je crois qu'ils vous disent que les dossiers ont bien été reçus. Mais voilà, c'est le 19. Merci. Non, là, vous êtes tranquille. Alors, ouais. Renvoie une... Ok, donc en SP, je vous envoie sur WhatsApp le travail pour demain, je vous rappelle tout ça. En non-SP pour tout le monde aussi sur WhatsApp, dans les 5 minutes qui arrivent, je vous envoie le travail à faire pour mercredi. Donc c'est une lecture du TP9. C'est encore un Geniali. Est-ce que vous avez réussi à vous connecter sur mon site et à ouvrir les Geniali un peu originaux? Ça va? Tout le monde a vu comment j'ai fait des captures d'écran? Ça marche pour tous? Il n'y a pas besoin? Ok.
Une dernière question, est-ce que sur Slack, tout le monde reçoit la notif? Il y a cours de maths dans 1 minute, vous les recevez ou pas? Ça marche? Mince. Non, bon. Parce que j'ai mis les codes Zoom. Ouais, moi, même pendant les vacances, ça sonnait tout le temps. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir. Bon. J'ai mis les codes Zoom pour votre cours d'histoire géo demain à 17 h sur Slack. Donc, bon. Et il faut que je vois avec Monsieur Ponton parce qu'il avait dû décaler son cours de spé. Ok. Il avait dû décaler son cours de spé